votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. M le média, émission spéciale, élection présidentielle américaine. Émission spéciale, scrutin présidentiel avec un enjeu historique. Hier, mardi 4 novembre, les Américains se sont rendus aux urnes pour élire leur prochain président. Un choix crucial entre Kamala Harris et Donald Trump dans un contexte mondial marqué par des crises et des grands défis. Ce scrutin aux récupérations internationales fait l'objet d'une émission spéciale ce matin avec des analyses approfondies et des éclairages sur les enjeux de la désinformation. On va en parler avec notamment notre invité ce matin, Dominique Dirlewanger. Bonjour Dominique, historien, auteur, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Merci d'être là ce matin. Bonjour Morax, merci. Vous aider à décortiquer un petit peu cette élection, on l'a dit, avec un enjeu historique. On va y revenir d'ici quelques instants. Laissez-moi présenter également les autres intervenants de cette émission spéciale. Un grand bonjour à Jean-Charles Simon qui s'est levé très tôt ce matin pour venir nous rejoindre. Monsieur le consultant, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Jean-Charles? Écoutez, assez mal, parce que j'ai pas dormi de la nuit, parce que j'avais pas de sujet pour ma chronique. Et puis j'arrive ici, on me dit, c'est quoi, les élections américaines cette nuit? C'était cette nuit. Dis donc, on me dit rien. Moi, comment voulez-vous que je sois consultant si on me dit rien? Ah ouais, c'est bien ça le problème. On va en parler d'ici quelques instants. En tout cas, merci Jean-Charles d'être avec nous ce matin. David Letard, également notre programmateur musical. Bonjour David. Bonjour à tous. Parce que la musique a un rôle essentiel aussi, et très important, notamment les artistes, et pas que pour cette élection-là, depuis longtemps. Et puis, évidemment, Léo de Garrigue qui est avec nous, notre journaliste, qui nous tiendra au courant de l'évolution de cette annonce qui finalement va arriver plus tôt que prévu, parce qu'on disait, on saura pas aujourd'hui qui sera le président ou la présidente des États-Unis. On y reviendra, on aura l'occasion de pouvoir en savoir un petit peu plus en direct pour cette émission spéciale. Merci d'être avec nous, Dominique Dirlewanger. On va pouvoir parler un peu de cette, on l'a dit, de cette élection qui a un enjeu historique. C'est particulier quand même cette année. Bon, toute élection est historique parce que quand on change le personnel politique, ça va avoir quelques influences sur les années qui viennent. Donc c'est la définition d'un événement historique. Donc à ce taux-là, effectivement, tout est historique. Ouais. Maintenant, ce qui est historique, enfin disons, ce qui est original, c'est qu'on va avoir un président qui a été quand même condamné. Ça, c'est quand même d'habitude, on perd son siège de président, on est destitué pour des problèmes judiciaires. Là, c'est un homme condamné qui va arriver à la tête des États-Unis selon les premières projections. Il est aussi en phase de réussir ce qu'il avait raté en 2016, c'est-à-dire qu'il a probablement actuellement la majorité des voix populaires. Il a gagné le Collège des grands électeurs en 2016, il a perdu en 2020, mais là, non seulement il aurait le nombre de grands électeurs, mais en plus, il aurait un raz-de-marée en termes de populaire. Ouais. Donc il se passe bien quelque chose aux États-Unis où il incarne et où une partie de la population américaine se reconnaît dans son projet. Oui. Là, on voit bien l'Amérique conservatrice dans toute sa splendeur, en quelque sorte. C'est inquiétant ce qui se passe ou... Oui, disons, d'un point de vue démocratique, c'est assez inquiétant parce qu'effectivement, il a déjà annoncé que c'était tout pour sa pomme, qu'il serait dictateur un jour, qu'après les Américains seraient tellement contents qu'ils n'auraient plus jamais besoin d'aller aux élections. Donc non, il annonce des choses assez inquiétantes et il parodie ou il mime un certain nombre de grands dictateurs du XXe siècle. Donc il y a de quoi effectivement être un peu inquiet. Ce qui est aussi un symptôme qu'on discute peu, c'est qu'il a complètement siphonné le parti républicain. Il n'y a personne qui peut s'opposer à lui à l'intérieur du parti conservateur. Donc il a fait le ménage en quelque sorte. Il est aussi très imprévisible sur ses projets. C'est-à-dire que son slogan, là, We will fix it, on ne sait pas très bien comment il va fixer les choses, mais en fait, il a annoncé qu'il allait aller par grands coups, par grandes décisions autoritaires. Et là-dessus, effectivement, sur les enjeux internationaux, mais aussi sur les enjeux de toute une partie de la population américaine, il y a de quoi être inquiet quand on a vu ce qui s'est passé autour de l'avortement. Et puis du fait que les juges qu'il a mis en place à la Cour suprême ont invalidé maintenant l'avortement ou la reconnaissance de l'avortement au niveau national, c'est effectivement inquiétant, c'est les préludes. Ouais. Ça c'est au niveau national, mais au niveau international, quelles répercussions ça pourrait avoir? Alors là, franchement, c'est très difficile à dire. Il a dit qu'il allait régler l'Ukraine en 24 heures en téléphonant à Vladimir. Sur Gaza aussi, il est capable de tout et n'importe quoi. C'est délicat. C'est délicat de voir. On a la première expérience 2016-2020 où on a vu quand même l'appareil démocratique américain dans le corseté un petit peu. Il pouvait pas tout à fait faire n'importe quoi. Là, il revient avec l'épisode du Capitole où il a quand même appelé ses partisans
ne pas reconnaître sa non-réélection en 2020. Il annonce des choses effectivement assez péremptoires. Il va lui-même se gracier. Ça, c'est quand même le truc extraordinaire, ce qui va permettre d'interrompre une bonne partie des choses. Maintenant, comment l'appareil judiciaire, comment l'opposition, parce qu'on reste quand même dans une très grande démocratie. C'est un pays qui est immensément fracturé. Ça se joue quand même dans un mouchoir de poche. On parle de dizaines de milliers de voix entre les deux candidats. Kamala Harris, elle a décidé de ne pas prendre la parole ce soir parce qu'effectivement, il y a un certain nombre des États pivots, ces swing states, dont on attend les résultats. Et là aussi, alors les premiers qui sont tombés, que ce soit la Géorgie ou la Caroline du Nord, c'était attendu. Mais disons sur la Pennsylvanie, sur le Wisconsin, Michigan, là, effectivement, le suspense est encore là. Donc, on aura aussi peut-être des rebondissements judiciaires. Enfin, ça va être très compliqué, même si effectivement, on est surpris ce matin de voir le raz-de-marée que Trump a réussi à enclencher. On a souvent entendu de lui dans des commentaires, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. C'est souvent ce qui a été dit. Est-ce que c'est vrai finalement? Disons, il est imprévisible. Après, il dit tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas le principe de cohérence qui permet de vraiment évaluer et analyser finement et son discours et ce qu'il fait. Après, il y a toutes les gens autour de lui. Et puis, c'est vrai que là, entre un certain nombre de fondations ultra-conservatrices, la présence d'Elon Musk qui a aussi financé massivement sa campagne, c'est un peu délicat de savoir dans quelle direction le vent va souffler. Vous l'avez dit, un président condamné, un candidat condamné, un candidat menteur également. On l'a vu lors du débat entre les deux candidats, accuser la communauté haïtienne de Springfield de manger les animaux de compagnie des Américains. Ça suffit pas à enrayer la dynamique Trump. C'est le contraire. C'est-à-dire que son discours lors de ce débat, en fait, c'est tourné de manière virale. C'est 2,7 milliards de vues, je crois, sur X Twitter. Donc, en fait, plus il dit de choses absurdes, plus il est outrancier, plus, en fait, sa base électorale le suit. Et c'est ça la différence en 2016. C'est-à-dire, en 2016, on pouvait faire un candidat de télé-réalité, un millionnaire qui avait fait des faillites retentissantes, une espèce d'épiphénomène complètement loufoque. Mais aujourd'hui, près de 9 ans après, c'est quelqu'un qui a une base électorale, qui a constitué un mouvement. Enfin, le Trumpisme existe, malgré le fait qu'on regarde ça d'Europe avec des yeux un peu effrayés. Non, il a inversé vraiment. Et là, comme je le disais tout à l'heure, les commentateurs aux États-Unis insistent pour dire qu'il a probablement gagné le nombre de voix populaires. Et puis ça, c'est quelque chose de significatif. On peut pas juste faire comme si effectivement la population américaine n'était pas derrière lui. Est-ce que ça traduit une situation américaine actuelle complexe, ou est-ce que ça traduit aussi une époque où on voit des dirigeants de ce type-là aussi en Europe monter? Lui, c'est peut-être plus extrême, mais c'est pas nouveau ce genre de personne. Oui, l'extrême droite, elle est très à la mode dans la décennie 2020. On verra ce que les historiens dans 30 ou 50 ans diront de cette décennie, mais effectivement en Europe, les extrêmes droites en Italie, en Hongrie, elles sont aux portes du pouvoir en France, en Allemagne, l'AfD qui fait des scores tout à fait inédits depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr qu'on est dans une phase où il y a pas mal d'analogies, mais enfin, d'ailleurs c'était intéressant de voir dans la dernière phase qui précédait l'élection, ces 2 dernières semaines, la discussion autour de est-ce qu'on peut qualifier Trump de fasciste ou pas, des historiens, de très grands historiens qui revenaient sur le fait qu'en 2016 ils avaient renoncé puis qu'ils changeaient d'avis maintenant. Donc il y a un enjeu effectivement autour d'une recomposition générale en fait des droites dures, des droites autoritaires dans le monde actuel. En même temps, ce qui est assez net dans le succès de Trump, c'est que nous d'Europe, on a l'impression que les États-Unis vont bien, ils ont effectivement au niveau macroéconomique des super bons indicateurs, mais en fait l'inflation, elle met au tapis toute une partie de cette classe moyenne, et de la même façon que les années 30, la crise des années 30 avait quand même nourri un populisme et puis une forme d'autoritarisme en nombre de partis, on a un peu cette configuration-là qui apparaît aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement une des leçons. Après, à voir comment l'histoire va se suivre, ça, malheureusement, il faudra attendre les prochains mois, les prochaines années. Aime le média, émission spéciale, élection présidentielle américaine. Avec du monde sur le plateau, Dominique Dirlewanger, merci d'être avec nous ce matin. Jean-Charles Simon, Léo de Garrigue et David Letard. Il est quoi, 7h27 maintenant. Quelles sont les infos que nous avons en direct des États-Unis, justement? Que se passe-t-il à ce moment précis? Alors rappelons qu'il faut 270 grands électeurs à un candidat pour être élu président. À l'heure actuelle, 214 grands électeurs pour Kamala Harris, 247 pour Donald Trump. Le New York Times donne plus de 95% de chance à Trump de redevenir président.
Très bien. Quelle leçon de l'histoire présidentielle américaine peut éclairer ce scrutin, Dominique Girlanger? Déjà, son premier mandat, c'est-à-dire on va effectivement jouer au jeu des 7 différences entre 2016-2020 et ce qui va 2025-2029. Il a engagé une expérience, il s'est considérablement aussi renforcé sur son discours extrêmement virulent, les insultes, les injures. Il a été condamné entre-temps aussi, condamné au pénal pour avoir étouffé l'affaire de Stormy Daniels, donc cette actrice de porno qu'il a payée pour éviter le scandale au moment de son élection 2016, aussi condamné sur la question du Capitole et puis de l'insurrection qu'il a en gros appelé de ses voeux au moment de la transition avec Joe Biden. Donc tous ces éléments-là pèsent bien évidemment dans le jeu maintenant. Et puis il va avoir les coups des franges parce qu'il aura donc le Sénat qui est basculé à droite. C'était attendu, un tiers du Sénat qui était donc réélu en même temps que la présidentielle maintenant. Donc il a aussi beaucoup de coups des franges. Il aura un soutien au niveau du législatif qui va lui permettre de faire des choses effectivement assez brutales. Ouais. C'est pas rien quand même, tout ce qu'il a fait, que les gens continuent à... Mais il incarne quelque chose. Ouais. Il y a Trump, il y a la figure du personnage. D'ailleurs, dans les sondages d'opinion, la plupart des Américains le trouvent pas du tout sympathique et jugent que c'est pas forcément quelqu'un de crédible. Par contre, son discours, alors il reprend le slogan de Reagan, Make America Great Again, mais là où Reagan voyait ça comme la promesse d'une décennie glorieuse et puis on allait faire quelque chose d'optimiste, lui il voit ça vraiment de manière réactionnaire. On va revenir à l'Amérique qui gagnait, etc. Et puis son slogan qui est tout droit tiré de la télé-réalité, We will fix it, je vais réparer les trucs, quoi. Donc comment, avec quels moyens, et tout ça, on n'en sait rien, mais voilà, il est dans cette ère avec les réseaux sociaux, Elon Musk dans son staff proche, mais il y a un agenda conservateur, il y a effectivement la droite évangélique qui est alignée derrière lui. La question de l'avortement, c'est une chose, mais les droits de la communauté LGBTIQ, etc., va aussi probablement être la cible d'un nombre important de décisions. Et puis c'est le pouvoir d'achat. Les gens ont voté avec leur porte-monnaie. Quand il annonce qu'effectivement il va soutenir l'Amérique d'abord, qu'il va remettre des barrières protectionnistes, effectivement c'est un discours qui porte. Et donc là il a capté quelque chose de l'électorat américain, même si le pays est immensément clivé. La polarisation elle est très forte, les villes, les campagnes, les gens qui gagnent, les gens qui perdent. Là il y a les communautés aussi, donc les insurrections, les contestations aussi de ces votations, c'est pas un pays apaisé dans lequel il va prendre le pouvoir. Donc là, ça va aussi fracturer considérablement la possibilité de gouverner et puis de qu'est-ce qu'il veut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il va bosser pour sa pomme. Ça, c'est clair que ces problèmes judiciaires, si tout va bien, ça va être réglé. Ouais. Que dire de ses soutiens? On a évoqué Elon Musk à l'instant, notamment. Il a une population incroyable derrière lui qui le soutient aussi, des gens qui ont du pouvoir. Que dire de ça? C'est assez particulier aussi, ça. Oui, c'est-à-dire qu'il continue d'augmenter et d'accroître en fait son soutien populaire. C'est ça qui est, malgré tous les affaires, malgré tout le côté irrévérencieux, en fait, ça porte quand même. Il est suivi par une majorité d'Américains. Alors pas une majorité écrasante, mais une majorité quand même. Ça suffit en démocratie pour être élu. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, il progresse. Après, ce que ça dit, c'est que nous, on a quand même, depuis l'Europe, une distorsion de la réalité qui fait qu'on ne peut pas croire une chose pareille. Déjà, le système américain, le système électoral est d'une complexité folle, et si on s'amuse à se poser des questions entre nous, je pense qu'on peut se coincer assez vite pour comprendre exactement comment fonctionne ce collège des grands électeurs et à quel moment on vote quoi. Et de la même façon, en fait, le rôle des réseaux sociaux est largement commenté, mais c'est en même temps, ces meetings sont à moitié vides. Son avant-dernier meeting n'a pas rempli les foules non plus, mais c'est un vote de protestation. C'est aussi un vote dans lequel les Américains se projettent dans un projet où on espère que ça ira mieux. Et donc, ça implique de nier complètement le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, de nier les problématiques internationales, de nier les enjeux futurs, même si une partie de l'électorat, enfin de ceux qui financent sa campagne, les grands groupes économiques, le fait qu'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, soit derrière lui, c'est qu'il y a quand même 2-3 personnes qui ont des intérêts à le voir aujourd'hui aux commandes. Léo de Garrigue. Les grandes célébrités américaines, les grands acteurs, les grands chanteurs, pour la plupart, soutiennent Kamala Harris. Il y a un soutien fort. Est-ce que c'est pas un soutien à double tranchant avec un parti démocrate qui est vu comme le parti des élites aussi, qui renforce cette image-là? C'est sur ça que Trump construit une bonne partie de son discours et de sa rhétorique. Après, Kamala Harris, elle a fait une campagne éclair. Elle a commencé mi-juillet seulement. Donc là, le parti démocrate a quand même une lourde responsabilité. Joe Biden de ne pas avoir des
ont laissé la place plus tôt. Il y a aussi un problème lié à Gaza. Enfin, la prise de position des démocrates par rapport au conflit israélo-palestinien n'était pas extrêmement claire. Elle a essayé, en tout cas ce week-end, de repositionner un peu le curseur sur cette question, mais c'était probablement aussi un peu tard. Et donc là, le vote arabo-musulman aux États-Unis, qui est un vote qui compte quand même, forcément que ça joue, parce que normalement il est acquis aux démocrates et pas aux républicains. Donc l'analyse un peu plus fine de la campagne, effectivement, elle sera menée dans les mois qui viennent, mais c'était une campagne très difficile, et puis il y avait effectivement des enjeux sur lesquels c'était difficile de faire le poids face à la déferlante de Trump, qui en plus est sur un discours ultra simpliste, donc un slogan qui tient en 300-400 signes. Vous n'allez pas pouvoir juste le décoder ou le neutraliser aussi facilement que ça. Alors elle a fait sa campagne, elle a essayé de redonner aussi un peu des élans à la Obama, de l'espoir, du progrès, d'aller vers des lendemains qui chantent, mais elle portait et l'héritage de Biden qui, vu d'Europe, est quelque chose d'un très bon bilan, mais disons pour les Américains, quand ils vont faire le plein à la pompe, ils se rendent compte qu'en fait le pétrole a jamais été aussi cher chez eux, alors que chez nous il a jamais été aussi bas depuis très longtemps. Ouais. Et donc ça crée effectivement des éléments de distorsion qui font que au moment du vote, les gens votent avec leur porte-monnaie ou votent pour celui qui ils espèrent incarner un changement par rapport à une politique qu'ils considèrent être mauvaise. Ouais. Et cette polarisation dont vous avez parlé, cette fracture entre deux Amériques, est-ce qu'elle a déjà été vue dans d'aussi grandes proportions? On a vu notamment une campagne très marquée par des invectives entre les deux candidats, ce qui n'est pas nouveau, mais est-ce que dans de telles proportions c'est il y a une guerre civile, la guerre de sécession, elle marque quand même durablement l'histoire américaine. Si on va encore plus loin, c'est quand même un pays qui s'est construit sur un génocide des Amérindiens, donc il a quand même fallu exterminer les Indiens, la conquête de l'Ouest, nos imaginaires sont peuplés avec les westerns, mais c'est des hommes blancs qui vont en fait voler des terres à des Indiens. Enfin, c'est quand même une histoire coloniale, brutale, violente. La guerre a toujours marqué durablement l'inconscient collectif, les mentalités collectives aux États-Unis. Et donc, non, c'est pas la première fois que les États-Unis vivent une situation aussi polarisée. Et ça a conduit à des guerres civiles par le passé. Là, la question, c'est avec un pays où il y a des dizaines de millions de personnes qui sont armées, il y a eu des milices, enfin les gens qui ont essayé de prendre le Capitole, parce que c'est quand même un joli fiasco cette insurrection, mais enfin ça montre que potentiellement ça pourrait effectivement très mal tourner. Donc là, il y a bien évidemment la responsabilité des uns et des autres. C'est pas du côté de Donald Trump qu'on va forcément trouver beaucoup de responsabilités, on l'a vu en tout cas ces 9 dernières années. Maintenant, comment les démocrates et comment les forces un peu de progrès vont réagir et tenter, disons, de négocier un peu ces prochains mois, ces prochaines années, c'est là aussi où on verra si ça peut aller vers le pire, ou est-ce qu'on arrivera à, disons, limiter la casse avec un président aussi loufoque, disons. Que dire de l'image de la femme dans tout ça? On n'est pas près d'avoir une femme présidente des États-Unis. Là. Elle avait le double problème, femme et personne racisée, ce qui amenait effectivement un gros enjeu par rapport à cette élection. Racisée, Obama, ça l'a pas beaucoup gêné quand même pour être président. Oui, mais alors on peut rétrospectivement se poser la question de est-ce que Donald Trump aurait pu arriver à son succès s'il n'y avait pas eu Obama avant? Parce qu'il y a aussi une partie de l'électorat de Trump, c'est la revanche des années Obama, c'est-à-dire d'avoir justement un président noir qui mène une politique aussi inclusive et puis qui, disons, déclasse l'homme blanc moyen qui est dans la base électorale du Parti républicain et de Trump. C'est la réaction à Trump. On a vu aussi dans les années Obama toute une production artistique, cinématographique qui mettait en lumière les personnalités noires. Ce film, par exemple, fantastique sur les fameuses mathématiciennes de la NASA au moment du programme Apollo. Ça, c'est l'incarnation aussi d'une Amérique qui, tout d'un coup, redécouvre une part de sa population, cherche à lutter contre les discriminations. Enfin, les États-Unis, c'est à la fois le Ku Klux Klan et Martin Luther King. Enfin, ça a toujours été les deux faces de la même médaille. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est la grosse défaite du wokisme. Oui, alors ça, on va avoir un débat assez intéressant sur qu'est-ce que c'est être woke ou non. C'est en tout cas la défaite d'une Amérique démocrate qui a de la peine à valider auprès d'une partie de son électorat les succès qu'elle a pu engendrer ces dernières années. Et puis c'est la fin d'un système. C'est-à-dire que en même temps, quand il est arrivé au pouvoir, Trump, il n'a pas pu remettre en cause le Obamacare. L'assurance maladie n'a pas été annulée par Trump quand il est arrivé au pouvoir, quand bien même pour lui c'est le symbole de toute la wokitude ou le wokisme possible. Je sais pas. On verra si on arrive effectivement à annuler
parce que pour le coup, ça sera les anti-woke qui seront les chantres de la cancel culture. Donc, est-ce qu'on arrivera à annuler tous les progrès, tous les lois qui sont passées ces dernières années, la reconnaissance de tout un certain nombre de droits pour les minorités? Ça, c'est une bonne question. Et vous m'inviterez dans 4 ans pour faire le bilan. Aime le média, émission spéciale, élection présidentielle américaine. Avec nos invités sur le plateau, Dominique Dirlewanger, historien, professeur, auteur. Merci d'être avec nous ce matin. Avec Jean-Charles Simon, notre consultant. Auteur aussi, bien sûr. Avec Léo de Garrigue, notre journaliste. Et puis avec David Letard, qu'on va retrouver dans quelques instants. On fait juste un point sur l'évolution des news qui nous viennent outre-Atlantique, mon cher Léo. Ça ne bouge pas vraiment. 214 grands électeurs pour Kamala Harris, 247 pour Donald Trump. Il en faut 270 officiellement pour être élu président. Le New York Times donne toujours Donald Trump avec plus de 95% de chances de victoire finale. Et les derniers bureaux de vote au Nevada viennent de fermer avec près de 3 heures de retard à cause des longues files d'attente. Très bien, merci pour ce point. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure, Dominique Dirlewanger. Je vous parlais des femmes. On n'est pas près de voir une femme présidente des États-Unis. Et c'est terrible, ça. Alors, c'est pas ni Hillary Clinton ni Kamala Harris qui vont marquer l'histoire. Enfin, on n'a que des hommes autour de la table, on se pose la question. Oui, puis on peut encore avoir quelques surprises avec Kamala. Non, la question des femmes a été, disons, omniprésente dans le débat politique. C'est la question de l'avortement. Elle a Kamala Harris, énormément cherché à aller chercher ce réservoir de voix. Il y a eu aussi un clip de campagne qui a fait polémique juste avant le week-end dernier où on allait chercher les femmes en disant de toute façon dans l'urne, votre mari peut pas savoir ce que vous avez voté, donc dites-lui que vous avez voté Donald Trump, mais votez pour nous. Donc non, ça a été un élément de mobilisation importante qui a joué dans le débat, mais là encore, qui n'a pas réussi véritablement à cliver l'électorat républicain. Donc la question, c'est pourquoi les femmes votent pour Donald Trump. Quand on voit dans les propos outranciers qu'il a tenus dans sa première campagne en 2016, les accusations pénales qui lui ont quand même valu d'être accusé d'agression sexuelle à plusieurs reprises. Il y a encore des cas qui sont apparus ces dernières semaines. Donc non, c'est un enjeu parmi les multiples enjeux effectivement des minorités qui sont aujourd'hui inquiétants ou inquiétés aux États-Unis. Ouais. On va parler du soutien qu'il a pu avoir, qu'il a eu en tous les cas, lui et d'autres présidents aussi, et notamment aussi Kamala Harris, des artistes qui ont pris carrément position pour soutenir l'un ou l'autre. Et on va parler du lien entre justement les artistes, la musique et cette élection. Et David Letard, qui est avec nous, a préparé toute une chronique là-dessus justement. Un petit intermède musical entre les dépouillements, des scrutins. Et puis je suis avec un historien ici sur ce plateau, donc on va revenir un petit peu en arrière, quand la musique devient un outil de communication politique, afin de rendre le discours politique justement spectaculaire. Comment la musique est devenue un enjeu de la présidentielle américaine? Eh bien, je vous propose en musique de parcourir un petit pont musical de ce panorama Made in US. Alors là, on est justement avec Hunters of Kentucky. À travers l'histoire américaine, la musique a été mise en profit par les campagnes électorales, la création de chants à la gloire des candidats ou qui attaquent leurs adversaires remonte à peu près il y a un peu plus de 200 ans. Et ici, c'est le titre justement, The Hunters of Kentucky, un chant qui célèbre les exploits militaires d'Andrew Jackson. Il était face à John Quincy Adams. On est en 1824. Et on va enchaîner avec l'année 1932. Oui, 32 avec Leo Reisman et le titre Happy Days Are Here Again. C'est le premier titre pour la campagne présidentielle de Franklin Delano Roosevelt. Ce titre est classé 47e dans la liste des chansons du siècle aux États-Unis et même encore aujourd'hui, il figure parmi les titres les plus diffusés en télévision de l'autre côté de l'Atlantique. On est obligé de faire des raccourcis et on avance dans le temps, on passe en 1960. He's got high hopes, 1970. Avec le chanteur Frank Sinatra qui adaptera son tube High Hopes pour en faire la chanson de campagne de John Fitzgerald Kennedy. Vote for Kennedy, vote for Kennedy. Le choix est clair et sans ambiguïté. Kennedy l'emportera avec une faible avance sur Nixon. 24 ans plus tard, on ne laissera personne indifférent avec le boss. Et ce tube, on est en 1984.
La campagne de Ronald Reagan avait adopté la chanson Born in the USA par Bruce Springsteen. Le buzz s'est frotté à 4 reprises pour représenter un candidat et parfois même contre son gré. Le titre n'a pas toujours été choisi pour lui. Petit medley, allez, rapide dans l'histoire, sur 4 autres candidats à la présidentielle américaine, 4 titres forts. Là, comme ça, vous avez un souvenir de qui pour cette musique-là, Don't Worry Be Happy, Bobby McFerrin? Pour quel candidat c'était? Bush. Non. Oui, bravo. George W. Bush, père, bien sûr, 1988. Un autre extrait. Là, on est en 1992, c'est Bill Clinton justement qui a choisi Fleetwood Mac avec Don't Stop et ils se sont reformés à l'occasion de la candidature de Bill Clinton. Fleetwood Mac justement. Autre extrait également. Là, on est en 2004 avec U2, Beautiful Day, ce sera la musique pour John Kerry. Ou encore, tiens, Barack Obama. Avec Thing qu'il aura choisi en 2012 pour sa campagne présidentielle. C'est tout Barack ça. On va choisir justement les musiques encore pour les candidats de cette élection présidentielle, mais avant, il y a une première. En 2016, un candidat qui n'arrive pas à obtenir l'autorisation des artistes, il est devenu le premier candidat, évidemment, 2016, c'est monsieur Donald Trump, des artistes comme les White Stripes, R.O.M., Aerosmith, Elton John, Adele, Queen, les Beatles, les Rolling Stones et Céline Dion se sont opposés publiquement à l'utilisation de leurs titres lors de ces rassemblements. Certains ont menacé même de poursuivre en justice si les œuvres continuaient d'être exploitées dans ce cadre. Donald Trump, bien sûr, a continué à faire suivre devant les tribunaux. Sauf une musique. Pavarotti. Nessun Dorma de Puccini, interprété par Luciano Pavarotti, il utilise cette musique depuis 2016 dans ses meetings. Cependant, la famille du ténor défunt considère les valeurs de Trump comme incompatibles avec celles de Pavarotti, donc c'est mort donc pour Pavarotti également. Trump a privilégié aussi des artistes comme ZZ Top, AC/DC, Village People, Macho Man justement, Elvis Presley et des stars de la cantina. C'est pas une blague, c'est vrai, j'ai pu contrôler. Voilà, donc généralement l'électorat de Trump c'est pour plus de 45 ans, donc on voit bien l'orientation musicale. Kid Rock, musicien populaire également aux États-Unis, a soutenu également Trump pour la seconde fois. En ce qui concerne Kamala Harris, alors la liste, elle est longue. Ça lui porte pas bonheur visiblement. Ouais, alors je suis parce que c'est la bête noire de Donald Trump, la personnalité de l'année dans le Times en 2023. Elle a une influence de dingue. Évidemment, quand elle dit qu'elle vote pour quelqu'un, la plupart des gens la suivent. On va voir si ça va être suivi ou pas. Ce qu'elle a dit, elle soutient officiellement donc la candidate démocrate, tout comme Lizzo, Stevie Wonder aussi. Les rassemblements qu'elle a animés mettent en avant les chansons pop, funk, hip-hop et des titres en espagnol, attirant un public évidemment diversifié, jeune, de couleur et LGBTQ+, un soutien également recherché par Kamala Harris. La musique crée chez les électeurs un fort engagement émotionnel. Elle permet aux politiciens de communiquer avec eux d'une manière totalement différente. C'est une citation de Dana Gozlani-Mostak, professeur agrégé de musique au Georgia College et State University aux États-Unis. Les politiciens l'ont bien compris et les artistes ne laissent pas non plus berner ni vous ni nous. Qu'est-ce que ça peut avoir comme signification, ça, historiquement parlant, Dominique Dirlewanger? C'est très intéressant. La spectacularisation de la politique, c'était magnifique de commencer au début du 19e siècle pour montrer que c'est une très vieille affaire, dans le motif récurrent de toutes ces chansons, c'est l'espoir, c'est la gaieté, donc c'est plutôt aller chercher des valeurs positives, ce qui est intéressant. Même Donald Trump, qui a un discours essentiellement basé sur la peur, sur le retour en arrière, il va chercher quand même des chansons relativement positives.
L'histoire avec Obama et Springsteen est quand même aussi assez singulière. Enfin, Springsteen qui, avec The Rising, après les attentats du 11 septembre, est devenu aussi un des artistes qui a participé de la cohésion et de l'unification du pays et qui a fait toutes les campagnes démocrates, y compris aussi celle de Kamala Harris, et où en fait maintenant Obama a été un des présidents qui a le plus invité à la Maison Blanche d'artistes pour voilà. Donc, mais ça participe de ce qu'on discutait avant, c'est-à-dire aussi d'une bulle de distorsion qui s'opère sur les candidats où il y a un candidat de l'establishment, un candidat des élites, un candidat de Hollywood, des grands chanteurs qui pas forcément réussir à inverser ce tournant démagogique où ce raz de marée qui cherche justement à dire qu'en fait il faut casser le système. Ouais. En tout cas, merci David Leotard de nous avoir fait voyager dans le temps. Ça a permis c'est marrant comme ça donne une image un peu différente de tout ça. Hein. L'histoire et la musique, évidemment, c'est toujours lié, et notamment avec les États-Unis qui sont toujours très spectaculaires. Évidemment, c'est très important. Ça intéresse le monde entier, hein, on le rappelle. Et justement, au niveau de cette élection, au niveau mondial aujourd'hui, Trump, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet, à votre avis, Dominique Guirlandais, comme effet et comme résonance en tout cas? Bon, sur l'Europe, c'est sûr que tous les franges politiques autoritaires, conservatrices vont voir ça d'un très bon œil. Je pense que pour Orban en Hongrie, pour Meloni en Italie, et puis pour même la fille Le Pen, hein, je pense que là il y a beaucoup de politiciens européens qui voient ça d'un très bon œil, qui voient déjà des accointances possibles. Mine de rien, je pense que pour d'autres dictateurs comme Vladimir Poutine ou Xi Jinping, c'est pas totalement inintéressant non plus. Je pense que pour Poutine, c'est une véritable opportunité. D'ailleurs, les ingérences russes dans l'élection de 2016 et probablement aussi dans celle en cours montrent qu'il y a un intérêt manifeste de la part de la Russie dans cette élection. Donc, sur quoi ça va déboucher, là encore, l'avenir nous le dira. Ouais. Et puis après, pour les Ukrainiens, pour Israël, ça aussi, c'est des enjeux colossaux à venir, et de la manière dont il va ou non mettre de l'ordre là-dedans, comme il dit, ça sera ouvert. Sous réserve, bien évidemment, que l'élection est complètement pliée. Hein, il reste encore... Alors, 95%... C'est pas terminé. C'est vrai, New York Times c'est plutôt ultra défaitiste, mais enfin, il reste quand même... La messe n'est pas dite, mais bon... Non, et puis on se souvient quand même que... Plusieurs reprises dans l'histoire américaine, que ce soit avec Bush, que ce soit donc Bush fils, que ce soit aussi la première élection ou la deuxième élection, l'élection de Joe Biden, la deuxième candidature de Trump, il a fallu attendre plusieurs jours et puis les choses étaient serrées. Le fait que les démocrates renoncent à prendre la parole ce soir, ne reconnaissent pas la défaite non plus, ça laisse quand même augurer qu'il va y avoir quelques joutes encore. C'est pas tout à fait plié. Jean-Charles Simon, vous vouliez intervenir? En effet, il faut pas désespérer. Il y a une ambiance de plomb qui s'est installée dans ce studio. C'est du tout. Un match se joue jusqu'à la dernière minute, comme disent les supporters d'Ajoie durant le troisième tiers contre le LH. Très bonne analogie. Merci Jean-Charles, notre consultant qu'on va retrouver dans un instant pour sa rubrique de sources sûres. Je vous invite à rester avec nous encore quelques minutes. Peut-être un petit point sur l'évolution des résultats de cette élection présidentielle aux États-Unis, mon cher Léo. Évolution qui n'en est pas vraiment une, toujours 214 grands électeurs pour Kamala Harris, 248 pour Donald Trump. On rappelle qu'il en faut 270 pour être élu. Et vous disiez, Dominique, vous citiez Viktor Orban qui vient de saluer la route, la trajectoire que prenne la probable élection de Donald Trump avec un message sur Facebook posté il y a quelques minutes. Merci Léo de Garrigue, merci à tous, merci à David Leotard pour cette jolie démonstration musicale que nous avons pu vivre. Je vous rappelle que vous retrouvez tout ceci en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On revient dans un instant avec deux sources sûres, la chronique de Jean-Charles Simon et un dernier regard sur ce qui se passe ce matin, en tous les cas entre 7h et 8h du côté des États-Unis. Vous ne bougez pas, à tout de suite, on marque une toute petite pause. Du 29 octobre au 9 novembre, le Léman Centre à Crissier se transforme en monde des rêves. Carousel enchanteur, atelier créatif, réalité virtuelle, automate à rêve et des surprises à gogo t'attendent. Et le samedi 9 novembre, prépare-toi pour une rencontre inoubliable avec Peppa Pig et Sunny le petit poney. En plus, tente ta chance au grand concours et remporte peut-être 2 abonnements voiture de 2 ans avec Carvolution. Ne manque pas cet événement féerique à Léman Centre.
Plus d'infos sur léman-centre.ch. Le restaurant L'Orée des Bois à Montron-sur-Cugy, des plats frais, une carte de saison, ses assiettes du jour, viande sur ardoise, ses mets de brasserie, sans oublier ses spécialités à volonté. L'Orée des Bois, 021 646 12 45. Parking gratuit et la chasse est arrivée. Le 7-10 de Morax revient dans moins d'une minute. M sans flamme pour le dernier Addison Rae. Give me Addison Rae. Cette semaine, découvrez Addison Rae sur M. Émission spéciale, élection présidentielle américaine. Avec notre invité ce matin, Dominique Dirlewanger, merci d'être avec nous. Merci pour cette page d'histoire aussi qui nous a permis de voyager aussi un petit peu dans le temps. Merci à David Lothar aussi qui nous a fait voyager en musique. Merci également à Jean-Charles Simon d'être présent ce matin, qu'on va retrouver dans un instant pour sa rubrique de sources sûres. Ce jour, de toute façon, on le disait tout à l'heure en introduction, ce jour, de toute façon, sera marqué d'une pierre blanche, c'est historique. Bon, on emploie le terme historique bientôt pour à peu près tous les événements de l'actualité. Oui. La définition de qu'est-ce que c'est un événement historique, c'est que ça va marquer ou impulser un changement. Donc de toute façon, une élection, même si c'était Kamala Harris qui l'avait emportée de manière magistrale, ça aurait embrayé sur un futur, donc c'est un événement historique. À peu près tout est historique. Bien sûr. Ce qui change là, dans cette élection, c'est d'une part la personnalité du candidat Trump, donc une personnalité qui est condamnée en justice, qui est, disons, qui annonce un programme autoritaire, antidémocratique de manière véhémente depuis des années. C'est aussi un personnage qui incarne l'involution, l'implosion du parti républicain. Personne ne peut s'opposer à lui dans le camp conservateur. On l'a vu dans la primaire notamment. Et puis où le mensonge, la violence, l'insulte, l'injure ont droit de cité maintenant dans le débat démocratique. Et ça, c'est relativement inquiétant vu d'Europe, ou plus globalement, disons, pour les valeurs humanistes, démocratiques, universalistes qu'on peut être amené à vouloir défendre. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a de quoi être inquiet et de voir un changement. Surtout qu'il a aujourd'hui, par rapport à 2016, une expérience accumulée. Il a une majorité très confortable au Sénat. On verra ce que comment le Congrès est élu. Mais enfin, il va avoir une autoroute pour mettre en application un certain nombre de projets qu'il a annoncés qui ne sont pas très réjouissants. Non. Petite inquiétude quand même, enfin grosse inquiétude. Pour l'Europe, oui. Depuis l'Europe, c'est certain. Après, pour les Américains, on verra si ça ne va pas calmer la cohésion, la polarisation politique aux États-Unis. Les minorités vont être encore plus discriminées. Donc, de ce point de vue-là, la cocotte minute va augmenter en pression. Ouais, ça va être aussi à observer. Il y a une montée en puissance quand même de cette manière de penser. On le voit un peu dans le monde entier. Comment expliquer ça ? En rapport avec l'histoire. On est dans un moment assez historiquement assez sombre, j'entends, que ça soit l'horizon du dérèglement climatique et puis des enjeux colossaux autour de la survie sur cette planète, que ça soit la crise économique, que ça soit tout le projet progressiste, il est en panne. Aujourd'hui, on parle que de déficit public, de crise de l'État, alors qu'il y a 60-75 ans, on avait quand même un projet de sécurité sociale, de sécurité en fait. On allait assurer la sécurité des gens du berceau à la tombe. On a des projets d'émancipation, de reconnaissance des droits, etc. Aujourd'hui, on est dans un moment où justement tout ça est en train d'être mis en cause. On a presque des fois l'impression que la parenthèse historique, c'est 45-75, puis qu'entre deux, l'histoire est marquée que par de la violence, des guerres. Et donc ça, c'est sûr que, avoir 18 ans aujourd'hui, c'est pas une mince affaire. Pas une mince affaire. Merci Dominique Dirlewanger. Allez, tout de suite, de source sûre, notre consultant est impatient de vous présenter sa chronique du jour. M le Média présente de source sûre avec Jean-Charles Simon. Comment allez-vous, mon cher Jean-Charles Simon, ce matin? On vous a pas beaucoup entendu. Mais non, je suis détruit, moi. Je suis comme tous les journalistes. Je dirais, il n'y avait pas photo. Je connais pas un journaliste qui oserait dire qu'il ne voulait pas voter pour Kamala. Ni même un homme public, d'ailleurs.
À part Albert Rusty. Ah oui. Ah oui, ça, il a fait il a eu cette audace devant des gymnasiens en plus, devant des enfants, vous vous rendez compte? Ouais. Je me demande si c'est pas pénal, ça. Je sais pas. Et puis j'ai une pensée surtout émue pour Philippe Revin. Toujours impartial, comme toujours, mais qui, mine de rien, avait pensé avoir fait basculer le scrutin l'autre soir, au 19h30, en invitant une ex-candidate à Miss Suisse, ancienne mannequin, qui nous a raconté qu'en 1993, elle avait rencontré en même temps Trump et Jeffrey Epstein. Comme quoi un malheur vient jamais seul. Et qui, aux surprises, s'était affreusement mal conduit. Alors, un avertissement que je dis à toutes les jeunes filles: si on vous invite chez Trump, faites attention, n'y allez pas, quoique maintenant c'est moins grave. Puis je suis quand même content que cette dame ait pris le temps avant de venir à la télé pour dévoiler ça tombait bien, parce qu'elle pensait encore sortir un livre. Je sais pas si ça vaut la peine. Et maintenant, c'est peut-être un poil tard. Enfin, bref. Non, comme le TJ est énormément écouté aux États-Unis, comme chacun sait, on pensait que cette interview allait pouvoir décider les indécis, si j'ose dire. Et puis non. Et finalement, c'est la déclaration de Melania Trump qui a eu raison en tentant de dire que Trump n'était pas Hitler, comme on avait prétendu, pour la simple raison que sa mèche à lui était blonde et qu'il n'avait jamais porté la moustache. Et c'est ça, à mon avis, en tant que consultant indépendant, qui a provoqué la victoire probable de Trump. Enfin, on va attendre encore quelques instants. Oui. Quelques minutes. Mais quand même, les Américains sont assez curieux parce que, bon, ils sont allés sur la Lune il y a 55 ans, ils ont inventé Internet, mais question élection, les résultats des élections, ils sont nuls. Nous, par exemple, justement, quand Albert Rusty a été élu, 30 secondes après, on savait qu'il était élu. On savait pas qui était Albert Rusty, mais on savait qu'il avait été élu. Et là, il faut attendre des plombs. Merci beaucoup Jean-Charles Simon. Jean-Charles que vous retrouvez évidemment aussi en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et on retrouve demain à 7h50. On n'est vraiment pas du tout à l'heure aujourd'hui, mais c'est pas grave, émission spéciale. M-Media présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon. Émission spéciale, élection présidentielle américaine. Et dernier tour de table pour cette émission spéciale, élection présidentielle américaine, avec mon invité ce matin, Dominique Gerlwanger, merci beaucoup. Jean-Charles Simon, merci monsieur le consultant pour cette tout à fait 4 ans, c'est vite passé. Avec David Lothar qu'on va retrouver dans un instant, avec l'artiste Stéphane qui sort un tout nouvel album. Oui. C'est tout à l'heure dans quelques instants. Et merci bien sûr à Léo de Garrigue qui est dans les starting blocks pour vous présenter les infos de 8h qui seront un petit peu plus tard que 8h, mais vous inquiétez pas, elles vont avoir lieu d'ici quelques instants. Merci. En conclusion, peut-être un petit mot de l'historien pour terminer cette émission un peu spéciale, ce focus spécial sur cette élection américaine. Ça surprend toujours. En fait, la politique, l'histoire, elle nous surprend. Elle est jamais écrite à l'avance. On attendait des résultats dans 4-5 jours. On nous avait dit que ça allait être tellement compliqué cette élection. Puis là, visiblement, le scrutin a l'air d'être assez tranché, assez net. Un journal de référence comme le New York Times annonce également l'élection de Trump à 95%. Donc voilà, on va être comme votre consultant émérite, prudent dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Mais en effet, on a été surpris. On est surpris de voir ce comeback. On est surpris de voir un homme aussi révérencieux, aussi hors de toute proportion, arriver comme ça à capter un électorat et puis à gagner une campagne qui, vue d'Europe, apparaît complètement folle. Et voilà, on va essayer de prendre l'adage de votre consultant en disant 4 ans c'est pas si long, mais enfin en 4 ans on peut faire quand même déjà pas mal de dégâts. Oui, encore pour terminer sur une note d'espoir, en 4 ans, mais il a le droit de se représenter dans 4 ans. Normalement, il
déjà même pas se représenter maintenant, une fois que vous avez été battu. C'est servir et disparaître. Mais comme avec Donald, on n'est jamais sûr de rien. Non, mais là, on a le droit, quand on revient une deuxième fois, d'avoir 4 ans de se représenter pour une deuxième. Je suis pas sûr. Je crois que la Constitution prévoit que vous pouvez exercer 2 mandats. Alors, est-ce que c'est 2 mandats consécutifs? Ça, je sais pas. Je suis pas constitutionnaliste et on demande à un juriste. Et puis, il va changer les règles. Il a dit, de toute façon, il a déclaré hier que les Américains seraient tellement contents qu'il n'y aurait plus besoin de voter. Bien sûr, bah oui. Eh ben voyons. Comme chez nous, à quoi ça sert? Ça on peut pas dire, Jean-Charles. Merci Dominique Javang. Mille merci vraiment. Et j'espère vous revoir très très bientôt sur le plateau. Merci Jean-Charles Simon. Un grand merci également à David Letard. Un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais.